Bonjour. Le diaporama d'aujourd'hui, 30 octobre 2022, a été réalisé avec le concours d'Élie Trouche. Élie est propriétaire de l'AD 46. C'est une parcelle agricole de terre à vigne et il n'est possible pour lui d'y accéder qu'en passant par le chemin des Pioches, mais sa porte d'accès a été murée par l'arrière depuis le chemin des Pioches et il ne peut y accéder depuis plusieurs années. Et les commodas qu'il a signés au profit de Virginie Baldo sont également impossibles. Donc il y a un préjudice qui est tout à fait réel. Et ce diaporama cherche donc à évaluer si oui ou non le chemin des Pioches est bien un chemin d'exploitation imprescriptible et auquel tout le monde a accès en étant riverain. Sur la diapositive suivante, qu'est-ce qu'un chemin d'exploitation agricole ? C'est l'article L162.1 du Code rural et de la pêche maritime qui en donne la définition. C'est une définition qui correspond en fait à l'usage que l'on en fait. Effectivement, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés et l'usage peut en être interdit au public. En droit soi, c'est une expression assez ancienne qui signifie que chaque riverain est supposé propriétaire du chemin selon une droite perpendiculaire qui va de la limite de sa propriété jusqu'à la moitié du chemin, s'il y a une parcelle de l'autre côté, ou bien pour la totalité si de l'autre côté il y a un obstacle naturel. Ici, on considère que ce sont les riverains sud qui ont reculé les limites de leur propriété au nord pour que ce chemin puisse leur profiter avec un droit de passage. C'est important de préciser tout ceci parce que sur la diapositive suivante, ces chemins d'exploitation agricole relèvent d'une législation assez particulière. Ce ne sont ni des chemins ruraux, ni de chemins communaux. Le chemin d'exploitation est une voie privée qui a été créée par des particuliers sur des parcelles leur appartenant et pour leurs besoins propres. Il est donc défini par son usage et c'est une présomption de propriété qui fonde un droit d'usage, cette fois-ci sur la totalité de l'assiette foncière du chemin d'exploitation. Et ce qui est particulier, c'est que ce droit d'usage est donc déconnecté du droit de propriété. Il ne faut pas chercher de convention écrite de type servitude de passage, c'est un droit coutumier non écrit. Et cette propriété collective, qui échappe aux lois classiques de l'indivision et de la mitoyenneté, implique bien sûr des obligations. Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer dans la proportion de leur intérêt aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. C'est l'article alinéa 2 de l'article 162. Et puis, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Article 162-3 du même code rural. Sur la diapositive suivante, c'est le cadastre Napoléon sur lequel est représenté le chemin des Pioches qui est certifié de l'ouest jusqu'à l'est. Il est représenté par le trait bleu qui démarre sous les flèches vertes descendantes au-dessus de l'étoile rouge. Et les actes notariés que nous allons voir permettent de certifier son trajet depuis la maison numéro 1 jusqu'au Camille d'Antonègre à l'est au niveau de l'ancienne grande propriété valesque. Sur la diapositive suivante, cette fois-ci sur une vue aérienne, les 4 confronts de l'acte de 1920 sont cités, avec la F214 achetée en 1920, au nord la F193 du confront Malabouche, à son est la F213 du confront Planchon, au-dessus du confront Planchon le confront Serein, avec des parties des parcelles 210, 11, 12. Et puis, tout à fait à droite, dans l'encadré orange, nous avons la parcelle F205 Valesque. Cette F205 n'est qu'une partie de la grande propriété valesque qui était les Alliés des Chambers, un confront qui n'a pas été retrouvé. Cette propriété pourrait avoir été privée jusqu'en haut, bien au-delà de 1920, et elle a fait en tout cas l'objet de multiples confusions foncières avec disparition de documents.
Sur la diapositive suivante. Alors, quels sont les actes notariés les plus importants? C'est bien sûr, pour commencer, l'acte d'achat de ce chemin des pioches. C'est la vente Molière-Réverbel de 1920 pour la F214. Dans cet acte, il est stipulé que la vente comprend un petit chemin, commerçants et dépendances bien sûr, mais il n'est désigné par aucun nom. Il est simplement identifiable par d'éventuels confronts. Mais l'expert avait posé la question de s'interroger sur le fait que les confronts cités dans cet acte étaient peut-être ceux de la parcelle 214 plutôt que ceux du chemin. En réalité, nous allons voir que ce sont bien ceux du chemin. Alors bien sûr, il existe beaucoup d'autres actes notariés mentionnant le chemin des pioches de l'ouest jusqu'en est, mais il n'est pas possible de les reprendre tous ici. Vous les retrouverez sur le blog de Louis Trouche, dont je donne ici la référence. La diapositive suivante maintenant. Alors, le deuxième acte qui est le plus important, c'est la vente Quai de Lourdes de 1944, qui concerne effectivement la division ouest du confront Planchon, la F213, qui va devenir 69, puis 382. Et sur cet acte, on voit qu'effectivement, cet acte cite comme confront nord le chemin des pioches et comme confront ouest la parcelle F214 Réverbel. Donc, on peut dire de façon certaine que le petit chemin compris dans la vente est bien le chemin des pioches puisqu'il est attesté à l'angle nord-est de la F214 Réverbel et il correspond au confront Planchon d'origine. Et puis le fait d'avoir cette double citation Réverbel et le chemin des pioches démontre effectivement que les confronts sont bien ceux du chemin et non pas de la parcelle F214. Sur la diapositive suivante, un autre acte qui était important, mais que je n'ai pas repris en détail ici, c'est le fait que le premier confront Malabouche, a été morcelé et détaché dans son angle sud-ouest, au niveau d'une parcelle qui va devenir un petit triangle, la F445. Et cette parcelle F445 qui comporte donc le confront Malabouche détaché va être échangée en 1981, puis donnée en partage sans que pour autant le chemin des pioches y soit mentionné alors qu'il est sur la diagonale de cette parcelle. C'est une donation-partage de 2004. Donc le chemin des pioches appartient donc toujours, du moins à l'ouest, aux descendants Réverbel et l'entretien reste toujours à charge des usufruitiers. Sur la diapositive suivante, un autre acte notarié est extrêmement important, mais il est beaucoup plus à l'est. C'est la licitation partage Glaise-Rousier-Gaujoux de 1931, qui concerne cette fois-ci la F207, qui va devenir F85. Le chemin des pioches, qui était au départ un petit fossé pluvial, poursuit sa descente et s'agrandit vers l'est, mais il est toujours le confront nord des parcelles de l'est. Sur cet acte, il est spécifié que le chemin des pioches et le mur Charles permettent de définir les limites historiques de propriété de l'AD 55. Effectivement, il y est dit que la limite de cette parcelle F85 est assurée par la maison de Madame Charles, veuve Charles, et le chemin des pioches, avec une ligne qui permet d'aller de ce chemin des pioches jusqu'au bord de la maison partagée, c'est-à-dire celle de la F207 et pas celle de la parcelle voisine H868. Il est donc clair que cette parcelle F85 était bien limitée par le mur Charles et le chemin des pioches. Sur la diapositive suivante, le cinquième point important, c'est bien sûr la vente Fabre-Trouche de 1950, qui concerne cette fois-ci une grande partie de la F205 et plus particulièrement dans notre dossier la D46, mais également les parcelles voisines. Le chemin des pioches est maintenant large et profond entre deux murs de pierre et il est toujours le confront nord de cette parcelle F205, comme il est bien précisé, souligné en jaune tout en bas. Sur la diapositive suivante, alors, peut-on dire que le chemin des pioches est un chemin d'exploitation? Quelles sont les parcelles desservies? La Garelle, ancienne section F des Costes, Costes et Pioche, c'est à peu près la même signification. C'est maintenant l'actuelle section AD, mais c'est une section qui reste majoritairement agricole, notamment dans son amont ouest.
La parcelle F214 est et reste toujours agricole depuis son achat en 1920. Elle est actuellement plantée d'oliviers, tout comme la partie ouest de la D11 et bien d'autres plus en amont. La F217, enclavée elle aussi, n'aurait jamais pu avoir de permis de construire s'il n'y avait pas eu le chemin des Pioches permettant d'y accéder par ce petit chemin compris dans la vente de 1920. En effet, l'accès direct de ces parcelles à l'avenue de Villeveyrac n'est qu'un droit de passage sur l'AD 65 d'un tiers et il n'en est jamais fait mention dans la donation-partage de 2004 qui ne mentionne ni le chemin des Pioches ni l'accès direct par droit de passage au travers de l'AD 65. L'actuelle AD 08 est également enclavée elle aussi et desservie donc désenclavée par le chemin des Pioches. Elle est toujours la propriété des descendants Serin, c'est-à-dire le troisième confront de 1920. Elle est toujours agricole aujourd'hui, elle reste en friche, privant l'agricultrice bénéficiaire actuelle d'un commodat renouvelé d'y accéder et donc d'exploiter. Cette pauvre agricultrice est donc en perte d'exploitation. Mais encore, diapositive suivante. Quelles sont les autres parcelles desservies? Bien sûr, les parcelles Trouche, qui sont plus à l'est encore. Les accès des parcelles Trouche, c'est essentiellement donc la D46, qui est une parcelle agricole, encore au même viticole, puisqu'elle est plantée de quelques pieds de vigne, et elle a bien un accès incontestable au chemin d'exploitation des Pioches par une porte métallique que nous voyons ici à gauche, avec un mur de pierre qui a été construit derrière la porte par l'extérieur, du côté du chemin des Pioches. Et personne ne sait qui a fait ça. Voilà à droite, on est dans le chemin des Pioches sur la photo de droite et on voit effectivement le mur qui cache complètement, enfin on devine les limites, hein, qui cache cette porte métallique. Or, c'est en contradiction totale avec un chemin d'exploitation, car tout propriétaire d'une parcelle bordant un tel chemin a le droit d'installer une porte dans sa clôture sans qu'un propriétaire voisin s'y oppose, notamment en revendiquant une servitude de passage. Sur la diapositive suivante, alors y a-t-il encore d'autres parcelles desservies? Eh bien, il est intéressant de voir sur cette photo aérienne à gauche la parcelle de vigne F207-F85, celle de la licitation partage Glaise-Gaujoux. Eh bien, cette parcelle de vigne disposait également d'un accès au chemin d'exploitation à son angle nord-est, à l'endroit même de la création du canal empierré qui détourne maintenant les eaux vers l'avenue de Villeveyrac au sud. Voilà, cette porte d'accès a été murée, déplacée et murée. On le voit mieux à droite. L'angle a été reconstruit un peu à distance pour permettre le passage de ce canal de détournement, lequel a été vendu avec la H868, mais qui donne aussi donc une voie d'accès au chemin des Pioches. Cette photo de droite est issue du constat d'huissier du 6 décembre 2019. Sur la diapositive suivante, nous sommes maintenant au niveau de la parcelle F209 du cadastre Napoléon, actuelle AD57, et l'on voit le trajet en rouge du chemin des Pioches avec un accès depuis la maison de la D57. Donc il y a une très large communication entre AD57 et AD11. Mais c'est une zone qui a été profondément remaniée avec des terrassements importants pour construire le chemin qui est à l'ouest de la maison AD11. Donc c'est une zone très remaniée qui a dû faire l'objet de nombreux terrassements et qui pour l'instant s'avère peu franchissable. Voilà, ce qui posera quelques questions au moment de la remise en état. Sur la diapositive suivante, alors, comment le chemin des Pioches pourrait-il ne pas être un chemin d'exploitation? La communication aurait-elle pu être privatisée au profit de certains seulement? Qui s'est autorisé à condamner les portes de ses voisins ou à leur vendre son propre accès? Et pour quelle raison? Il a bien été souligné par ailleurs que seule l'appropriation du chemin d'exploitation des Pioches par l'AD11 créé en 2012 pouvait expliquer que sa superficie fasse 275 mètres carrés de plus, ce n'est pas rien, que la somme de ces trois parcelles mères F72, 80 et 81. Et pourquoi est-il impossible d'obtenir le PV de la commission communale de délimitation ayant validé la manœuvre? Une manœuvre qui semble avoir profité à un élu? Et pourquoi?
Après diverses consultations juridiques qui mettaient tout le bon droit du côté du propriétaire de l'AD 46 et de ses ayants droit, il était donc temps de remettre les choses dans le bon sens. Sur la diapositive suivante, 2 actes vont initier un retour à la normale. Tout d'abord, le 10 septembre 2022, Élie Trouche est de retour. Il est excédé d'être depuis si longtemps privé de tout accès à sa parcelle AD46 qu'ont enclavé les voleurs de chemin, peut-on le dire autrement. Voilà Élie Trouche en train de détruire le mur qui condamne sa porte par l'extérieur. Et nous sommes donc le 10 septembre, bien sûr, cela va nous attirer du monde. Une question que se pose quand on relit la plupart des actes notariés qui concernent ce quartier, pourquoi le chemin des Pioches n'est-il plus mentionné comme confront nord des riverains sud depuis la donation partage Trouche de 2008 jusqu'aux ventes les plus récentes des actuels AD55 et AD53? Qui savait et qui avait intérêt à leur imposer une servitude intrafamiliale non conforme? Le passage à travers le garage de Pierre Trouche n'est en effet pas légal, d'une largeur totalement insuffisante pour valoir comme servitude de passage, et les accès normaux et historiques se faisaient par le chemin des Pioches. Il y a donc eu une maldonne, dit-on, au moment de la rédaction de l'acte. Alors, nous sommes toujours le 10 septembre 2022. Madame Galouzeau est riveraine sud du chemin d'exploitation des Pioches. Elle bénéficie donc des mêmes droits de passage, d'usage surtout définis par l'article L162.1 du Code rural. Et elle va donc assister aux opérations depuis le chemin lui-même en voisine. Sur la photo, vous pouvez constater la présence de monsieur Élie Trouche de dos, qui a déjà abattu près de un peu plus de la moitié du mur extérieur condamnant sa porte. Je suis dans le chemin des Pioches en robe orange et sur le fond dominant, un des propriétaires du fond AD11 qui va nous enjoindre à plusieurs reprises de quitter les lieux, s'il le faut, par la force. Sur la diapositive suivante, finalement, nous arriverons à discuter, patienter. Les forces de l'ordre viendront à la demande de ce monsieur. Les discussions sont un peu compliquées parce qu'il nous est dit que le cadastre vaut titre de propriété, alors que ce n'est qu'un document fiscal. Voilà, et donc nous voyons ici une belle portion du chemin des Pioches vue depuis la porte d'Élie Trouche, avec le mur des parcelles sud sur la gauche, le mur des soutènements des terres du fond dominant AD11 à droite, et ce beau chemin qui est encastré entre ces 2 murs de pierre et qui descend doucement de l'ouest vers l'est. La diapositive suivante. Effectivement, donc toutes les injonctions de l'AD11 seront vaines et surtout les gendarmes ne verbaliseront personne parce qu'effectivement nos arguments juridiques sont parfaitement honorables et incontestables. Et ce chemin donc est quand même d'une belle qualité et nous permet de dire que c'est quand même un chemin dont il est difficile de contester la réalité physique. Sur la diapositive suivante. Alors, le 15 septembre 2022, attestant sur l'honneur de leur droit d'accès et d'usage au chemin d'exploitation des Pioches, les 2 riverains sud vont faire venir un huissier de justice afin de procéder à un double constat permettant de confirmer plusieurs éléments. Tout d'abord, bien sûr, la réalité physique du chemin des Pioches que nous venons de voir dans toute sa beauté. Un chemin des Pioches qui sépare le fond dominant dit de la D11 des parcelles riveraines sud telles que la D46, parcelles encore plantées de vignes. De la réalité aussi de l'acte de malveillance envers M. Élie Trouche, dont la porte d'accès a été murée par l'extérieur, l'empêchant d'accéder à son terrain. Également témoin de la réalité des autres accès à ce chemin d'exploitation des Pioches, puisque la qualification de chemin d'exploitation découle de son usage et de sa desserte de plusieurs fonds le longeant. Et notamment l'accès depuis l'ancienne F207, dont la porte d'accès a été déplacée et murée pour installer à côté le système de détournement des eaux d'amont. Et ceci au prix d'importants remaniements architecturaux accompagnés d'erreurs cadastrales manifestes. Voici maintenant quelques extraits visuels des différents constats d'huissier réalisés le 15 septembre.
Nous commencerons par l'étude de l'aval est du chemin, à proximité donc du Camino d'Antonègre. Puis nous poursuivrons vers l'amont ouest, au-delà, en amont du détournement de la F207, détournement hydraulique. Et puis nous étudierons le système de détournement hydraulique qui a déjà été largement commenté le 6 décembre 2019, mais nous donnerons davantage d'importance cette fois-ci aux erreurs cadastrales qui l'accompagnent. Alors, l'aval est du chemin d'exploitation des pioches à proximité du Camino d'Antonègre. Sur la photo du haut, c'est une photo qui regarde vers l'ouest avec au sud le mur des parcelles riveraines sud et à droite le mur de soutènement nord écroulé qui devrait retenir les terres du fond dominant AD11. La photo du dessous est vue dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous sommes maintenant en train de regarder en direction du Camino d'Antonègre. Le mur de soutènement nord AD11 est écroulé, est à gauche, et le mur des parcelles sud est à droite. Sur la diapositive suivante, nous voici maintenant sur les deux photos de droite à l'issue du chemin sur le Camino d'Antonègre, là où le mur a été détruit en 2015 par les consortrouches. Il ne reste plus que quelques palettes, mais on voit encore à gauche un pilier du mur précédent qui a été évalué à plus de 2 mètres de hauteur. Et puis les deux photos de gauche sont de belles photos montrant l'état actuel de la porte d'accès de la D46 au chemin d'exploitation. Cette porte métallique qui est à l'intérieur de la parcelle et qui est contre lequel a été plaqué un mur par l'extérieur depuis le chemin des pioches. Et on se demande bien qui est à l'origine de cette malveillance. Sur la diapositive suivante, nous avons deux vues de la porte d'accès de l'AD46 au chemin d'exploitation des pioches. Sur la photo de gauche, nous sommes sur l'AD46 avec sa porte métallique rouillée, le mur qui avait été plaqué derrière et qui est maintenant à moitié démoli. Et puis le chemin qui sépare cette AD46 du fond dominant AD11 au-dessus de son mur de soutènement côté nord du chemin. À droite, c'est une vue cette fois-ci depuis le chemin des pioches vers l'intérieur de la D46 qui montre que c'est bien une parcelle à vigne. Vous voyez encore quelques ceps et vous pouvez analyser plus en détail le positionnement du mur qui a été plaqué derrière la porte métallique, bien apposé et très rectiligne. Sur la diapositive suivante, maintenant nous allons rebrousser chemin en direction de l'ouest et allons dépasser l'accès par le détournement extérieur au mur Charles. Donc nous sommes ici, nous voyons en haut à gauche le mur nord de la parcelle F85 devenu AD55 avec sa porte murée et longeant le mur, ce fossé pluvial bétonné qui passe sous une buse et qui viendra ensuite dans le chenal de détournement. En allant plus loin vers l'ouest, ce fossé bétonné continue et on va voir s'y déverser toutes les eaux des parcelles en amont avec les gouttières des uns ou des goulottes et des drains évacuant les eaux de la parcelle dominante AD11. Sur la diapositive suivante, voilà ici ce fossé bétonné un peu plus en détail avec des drains qui y arrivent du nord ou du chemin des pioches lui-même avec ces briques qui permettent d'orienter les eaux dans ce fossé bétonné qui va venir se détourner vers la maison du 130 avenue de Villeveyrac. Sur la diapositive suivante, voilà encore quelques extraits qui montrent davantage cette fois-ci où vont les eaux qu'envoient toutes ces parcelles d'amont. Le fossé bétonné, le fossé pluvial bétonné passe sous la porte murée de la F207-85 devenue AD55. Elle passe sous la buse et elle va, grâce au canal empierré coudé à angle droit, s'orienter à l'extérieur du mur Charles. Donc le mur Charles est à gauche de la flèche, on devine les vieilles pierres.
Et il y a donc cet espace entre le mur Charles et le nouvel angle de la D55 telle qu'elle existe actuellement. Sur la photo en bas et à droite, vous voyez que l'erreur cadastrale est manifeste, puisque le vieux mur Charles, qui fait la limite historique d'après l'acte de licitation de partage de 1931, est bien côté est, et l'enceinte de la H868 d'origine est derrière. Donc le chenal de détournement est ici construit, a été creusé sur la D55, car les terres sont relevées du côté ouest, c'est-à-dire que le mur de parpaing et son grillage vert servent de mur de soutènement. Et ça, c'est l'article 666 du Code civil. Les terres appartiennent, le fossé appartient à celui dont les terres ont été relevées. Voilà. Sur la diapositive suivante, nous comprenons mieux l'importance des modifications architecturales qui ont été nécessitées par le creusement de cette dérivation des eaux depuis le chemin des Pioches jusqu'à l'avenue de Villeveyrac. Il a fallu amputer le mur pignon est de la maison voisine. Sur la photo en bas à droite, on voit clairement que la descente des eaux subit un angle rentrant pour pouvoir rattraper la fin de cette voie de dérivation, qui correspond en fait à un ancien passage piéton qui a été décaissé, et la prolongation a été coudée au-delà de ce passage décaissé pour pouvoir amener les eaux jusque-là. Voilà, donc ce sont des modifications quand même assez impressionnantes. On se demande vraiment comment les voisins n'ont rien pu en savoir, ni rien entendre, ni rien regarder en habitant sur place. Voilà, c'est quand même très surprenant. Sur la diapositive suivante, et puis que de découvertes encore sur ce chemin des Pioches, parce que juste en amont de ce système de détournement, que découvre-t-on sous la dalle? Un câble blanc dans des goulottes. Et puis un peu plus loin, en allant vers le caminant Tonnerre, des canalisations cassées. Et puis toujours un peu plus loin, dans des trous où nous avons failli tomber par inadvertance, des canalisations souterraines. Alors, que de questions! S'agit-il d'un chemin de service et d'une voie de communication? À n'en pas douter, mais seulement pour certains, mais pas pour d'autres. Au détriment, en fait, de ceux qui ont le plus besoin de l'utiliser selon son usage normal et légitime, l'exploitation agricole. Alors, ce droit de propriété n'implique-t-il pas un devoir d'entretien et une responsabilité, surtout quand il s'agit de ne pas nuire à autrui? Sur ce point, la bétonisation du fossé pluvial en amont du détournement des eaux par le chenal creusé sur la 207, F207, F85 ne constitue-t-il pas à la fois une création de servitude des eaux pluviales, mais aussi une aggravation par la main de l'homme d'une servitude d'écoulement naturel des eaux, tout au moins sur le chemin des Pioches lui-même? Et ceci est contraire à l'article 641 alinéa 5 du Code civil, car cela vise les biens d'autrui. Alors, une privatisation qui interviendrait à point nommé pour cacher les choses? Sur la diapositive suivante et en guise de conclusion, comment le chemin des Pioches pourrait-il ne pas être un chemin d'exploitation? Utile aux uns, très utilisé par les uns, mais interdit aux autres? Ces autres à qui on n'oppose que le silence et la menace des inondations par des voies toujours détournées? Alors, tous Montbazinois, vraiment? Sur la photo finale, c'est ce fameux bassin de rétention qui a été créé sur la D79, un peu sur les pentes nord cette fois-ci de la Garelle, à proximité du chemin des Chèvres, qui permettent de dévier une partie des eaux venant d'amont-ouest vers les pentes nord-est cette fois-ci. Mais cela suffira-t-il, et combien de temps cela pourra-t-il durer? N'est-il pas temps de reprendre les choses dans le bon sens et de réfléchir de façon collective à l'intérêt général? Merci de votre attention.